retrouvez une méditation quotidienne sur l'application Le Monastère. Il y a une histoire qu'on raconte à propos d'un homme qui plantait des chênes. Il avait 80 ans et quelqu'un lui demanda pourquoi il s'épuisait à planter des arbres qu'il ne verrait jamais grandir. Le vieil homme s'appuya sur sa bêche, regarda le jeune arbre qu'il venait de mettre en terre et répondit simplement « Ceux qui ont planté avant moi ne m'ont pas attendu non plus. » Puis, il reprit son travail, enfonçant les racines dans le sol avec la patience de quelqu'un qui sait que certaines choses prennent le temps qu'elles prennent. Cette histoire appartient à un autre monde. Un monde où l'on pouvait encore penser en génération, où l'on acceptait de commencer ce que d'autres termineraient, où la valeur d'un geste ne se mesurait pas à son résultat immédiat. Ce monde n'a pas entièrement disparu, mais il s'est considérablement rétréci. Nous vivons désormais dans l'empire de l'instantané, où tout ce qui prend du temps est devenu suspect, où l'attente est perçue comme un échec, où la lenteur ressemble à une maladie qu'il faudrait guérir. Regardez autour de vous. Livraison, le jour même, parfois dans l'heure. Réponse attendue dans les minutes qui suivent un message. Résultat visible en quelques semaines, promet la publicité. Pour le régime, pour l'apprentissage d'une langue, pour la transformation de soi. Nous avons construit un monde qui nous promet que l'attente n'est plus nécessaire, que le délai est un problème technique qui sera bientôt résolu, que tout ce que nous désirons peut être obtenu maintenant, immédiatement, sans ce temps intermédiaire qui autrefois séparait le désir de sa satisfaction. Cette promesse est séduisante. Elle flatte quelque chose en nous qui n'aime pas attendre, qui voudrait que le fruit soit mûr dès que nous avons faim, que la réponse soit là dès que nous avons posé la question, que la transformation soit accomplie dès que nous l'avons décidé. Cette impatience n'est pas nouvelle, elle est probablement aussi vieille que l'humanité. Ce qui est nouveau, c'est qu'une civilisation entière s'est organisée pour lui donner raison, pour lui faire croire qu'elle est légitime, pour construire des systèmes qui la satisfont de plus en plus vite. Et quelque chose s'est perdu dans ce processus, quelque chose que nous avons du mal à nommer parce que nous avons oublié que cela existait. Le vieil homme qui plante des chênes savait quelque chose que nous avons désappris. Certaines choses prennent le temps qu'elles prennent, et ce temps n'est pas un obstacle à contourner, mais une dimension essentielle de ce qui advient. Un enfant ne grandit pas plus vite parce qu'on le désire ardemment. On peut optimiser sa nutrition, stimuler son développement, multiplier les activités éducatives. Le corps et l'esprit de l'enfant suivront leur propre calendrier, indifférents à notre impatience. Une blessure profonde ne guérit pas plus vite parce qu'on en a assez de souffrir. Les tissus se régénèrent à leur rythme, les émotions se traversent à leur rythme. Et toute tentative de forcer ce processus ne fait généralement que le retarder ou le déformer. Une relation véritable ne se construit pas plus vite parce qu'on voudrait déjà être intime. La confiance se tisse fil après fil, rencontre après rencontre, et les raccourcis créent l'illusion de la proximité sans sa substance. Il y a dans le réel une temporalité propre aux choses, une durée nécessaire qui appartient à leur nature même. Le chêne a besoin de décennies pour devenir un chêne. Le deuil a besoin de mois, parfois d'années, pour accomplir son travail. L'amitié profonde a besoin de temps partagé, d'épreuves traversées ensemble, de silences habités côte à côte. La maîtrise d'un art
a besoin de répétitions patientes, d'erreurs accumulées, de maturation lente. Aucune technologie ne peut comprimer ces durées sans altérer ce qui advient. On peut accélérer la livraison d'un colis, mais on ne peut pas accélérer la croissance d'un être humain. Cette vérité simple, nous l'avons oubliée. Ou plutôt, nous vivons comme si elle ne s'appliquait plus, comme si les lois qui gouvernent le vivant avaient été abolies par le progrès technique. Nous attendons de nous-mêmes la même instantanéité que celle de nos machines. Nous voulons apprendre vite, guérir vite, changer vite, réussir vite. Et quand les choses prennent du temps, quand elles prennent le temps qu'elles ont toujours pris, nous interprétons ce délai comme un échec personnel, une insuffisance à corriger, un problème à résoudre. Cette guerre contre le temps nécessaire nous épuise. Elle nous met en conflit permanent avec le rythme naturel des choses et avec notre propre nature. Car nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des organismes vivants soumis aux mêmes lois que le chêne et la graine, que la marée et les saisons. Notre croissance a besoin de temps. Notre guérison a besoin de temps. Notre compréhension a besoin de temps. Nier cela ne supprime pas le besoin, cela crée seulement de la souffrance supplémentaire, celle de lutter contre ce qui est. Le vieil homme qui plante des chênes ne lutte pas. Il connaît le temps du chêne et il s'y accorde. Il ne demande pas à l'arbre de grandir plus vite. Il ne se désespère pas de ne pas voir la forêt. Il fait ce qui est à faire aujourd'hui, creuser, planter, arroser, et il laisse le temps faire le reste. Cette attitude n'est pas de la résignation. C'est une forme de sagesse qui reconnaît ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous devons accompagner. Les sages taoïstes avaient un mot pour cette manière d'être, Wu Wei, qu'on traduit souvent par non-agir, mais qui signifie quelque chose de plus subtil. Ne pas forcer, ne pas aller contre le courant, ne pas tirer sur les pouces pour les faire grandir plus vite. Il y a une vieille histoire chinoise à ce sujet, celle d'un fermier impatient qui trouvait que son riz poussait trop lentement. Un jour, il eut l'idée de tirer légèrement sur chaque pouce pour l'aider à grandir. Il travailla tout le jour, rentrant le soir épuisé, mais satisfait. Le lendemain, toutes ses pousses étaient nains mortes. En voulant accélérer leur croissance, il avait arraché leurs racines. Cette parabole nous concerne tous. Combien de fois avons-nous tiré sur les pousses de notre propre vie? Combien de fois avons-nous voulu forcer une compréhension qui n'était pas mûre, précipiter une décision qui avait besoin de temps, brusquer une relation qui demandait de la patience? Combien de fois avons-nous abîmé quelque chose de précieux en refusant de lui accorder le temps dont il avait besoin? Le fruit cueilli trop tôt est amer. Tout le monde le sait, et pourtant, nous continuons de cueillir trop tôt. Nous voulons le résultat avant que le processus soit accompli. Nous voulons la récolte avant que la maturation soit complète. Et nous nous étonnons que ce que nous obtenons n'est pas la saveur de ce que nous espérions. La décision prise dans la précipitation se révèle souvent mauvaise, non pas parce que nous manquions d'intelligence, mais parce que nous manquions de temps, ce temps qui permet aux différentes dimensions d'un problème de se révéler, aux intuitions de se former, aux conséquences de se dessiner. La relation brusquée se brise, non pas parce que les personnes n'étaient pas compatibles, mais parce que la confiance n'avait pas eu le temps de s'enraciner, et les premières tempêtes
ont emporté ce qui n'était pas encore solide. L'œuvre achevée trop vite manque de profondeur. Non pas parce que le talent faisait défaut, mais parce que la maturation qui donne aux choses leur densité n'a pas eu lieu. Il y a un coût à l'accélération, et ce coût est souvent exactement ce que nous cherchions à obtenir. Nous voulions le fruit, et en le cueillant trop tôt, nous avons perdu le fruit. Nous voulions la relation, et en la brusquant, nous avons perdu la relation. Nous voulions la compréhension, et en refusant le temps de la réflexion, nous sommes restés dans la confusion. L'impatience est une forme particulière d'aveuglement. Elle ne voit que le délai comme obstacle et ne voit pas le délai comme condition. Car le temps n'est pas seulement ce qui nous sépare de ce que nous voulons. Il est ce qui permet à ce que nous voulons d'advenir vraiment. Le chêne n'est pas un gland qui aurait attendu assez longtemps. Il est ce que le temps fait du gland, la transformation que seule la durée peut accomplir. La sagesse n'est pas une information qui aurait été stockée assez longtemps. Elle est ce que le temps fait de l'expérience, l'intégration que seule la durée permet. L'amitié profonde n'est pas une sympathie qui aurait duré. Elle est ce que le temps fait de la relation, l'approfondissement que seule la durée rend possible. Le temps travaille. Cette idée nous est devenue étrangère, habitués que nous sommes à penser le temps comme un vide entre deux moments, un délai à réduire, une attente à supporter. Mais le temps n'est pas vide. Il est plein d'un travail invisible, d'une transformation silencieuse, d'une maturation souterraine. Pendant que nous attendons, quelque chose se fait. Pendant que rien ne semble bouger, quelque chose bouge. Pendant que nous nous impatientons de l'absence de résultats visibles, les racines s'étendent dans l'obscurité, préparant ce qui un jour émergera à la lumière. Le vieil homme qui plante des chênes le sait. Il sait que sous la terre, là où personne ne regarde, un travail immense est en cours. Le gland se fissure, la radicule s'enfonce. Les premières racines cherchent leur chemin entre les pierres. Rien de tout cela n'est visible. Rien de tout cela ne peut être accéléré. Et tout cela est absolument nécessaire pour que, un jour, un arbre se dresse vers le ciel. La partie invisible du processus est aussi importante que la partie visible, peut-être plus importante encore, car c'est elle qui détermine la solidité de ce qui viendra. Il en va de même pour nous. Quand nous traversons des périodes où rien ne semble avancer, où nous avons l'impression de stagner, où les résultats que nous espérions tardent à venir, quelque chose travaille peut-être en profondeur. Des compréhensions mûrissent sans que nous en soyons conscients. Des forces se rassemblent silencieusement. Des connexions se font entre des expériences que nous n'avions pas encore reliées. Ce qui ressemble à de l'immobilité peut être une préparation. Ce qui ressemble à du retard peut être une maturation. Ce qui ressemble à un échec peut être une gestation. Cela ne signifie pas que toute attente est féconde ou que tout délai est nécessaire. Il y a aussi la procrastination, la peur déguisée en patience, l'évitement qui se fait passer pour du respect du temps. Le discernement est de reconnaître la différence, et cette reconnaissance n'est pas toujours facile. Mais elle passe peut-être par une question simple. Est-ce que quelque chose se prépare ou est-ce que je fuis? Est-ce que j'attends que les conditions soient mûres ou est-ce que j'ai peur de commencer? La patience véritable est active et attentive. Elle fait ce qui peut être fait et laisse le temps faire le reste. La fausse patience est passive
et fuyante. Elle utilise l'attente comme excuse pour ne pas agir. Le vieil homme ne reste pas assis à côté du gland en attendant qu'il devienne un chêne. Il creuse, il plante, il arrose, il protège. Il fait tout ce qui est en son pouvoir. Puis, il se retire et laisse le temps accomplir ce que lui ne peut pas accomplir. Cette combinaison d'action engagée et de lâcher-prise confiant est au cœur de la patience véritable. Elle n'est pas passivité, elle est activité accordée au rythme des choses. Chaque chose a son temps propre, sa durée nécessaire, son rythme particulier. Apprendre à jouer d'un instrument ne prend pas le même temps qu'apprendre une langue, qui ne prend pas le même temps que guérir d'une perte, qui ne prend pas le même temps que construire une amitié. Ces durées sont différentes, mais elles ont quelque chose en commun. Elles ne peuvent pas être arbitrairement compressées sans que quelque chose soit perdu. On peut accélérer l'apprentissage d'un instrument avec de meilleures méthodes, mais il y a une durée incompressible en dessous de laquelle la maîtrise ne peut pas advenir. Les muscles ont besoin de temps pour développer leur mémoire. L'oreille a besoin de temps pour s'affiner. L'intuition musicale a besoin de temps pour se former. Cette durée incompressible varie selon ce dont il s'agit et aussi selon les personnes. Nous n'apprenons pas tous à la même vitesse, nous ne guérissons pas tous à la même vitesse, nous ne mûrissons pas tous à la même vitesse. Il y a là une invitation à se connaître soi-même, à reconnaître son propre rythme plutôt que de s'imposer celui des autres. Nous nous comparons sans cesse. Cette personne a réussi plus jeune, cette autre a compris plus vite, celle-là a guéri plus rapidement. Ces comparaisons nous font violence. Elles nient notre temporalité propre, notre chemin singulier, notre maturation personnelle. Peut-être que ce qui prend plus de temps pour nous apprend quelque chose que la rapidité n'aurait pas enseigné. Peut-être que notre lenteur apparente est le signe d'une profondeur qui se construit. Peut-être que notre rythme différent correspond à ce que nous sommes, à ce que nous avons à traverser, à ce que nous sommes en train de devenir. Le vieil homme qui plante des chênes ne se compare pas à celui qui plante des salades. Il sait que les temporalités sont différentes et que chacune a sa valeur. Et puis il y a ces temps intermédiaires, ces entre-deux qui sont peut-être les plus difficiles à habiter. Ces périodes où l'on n'est plus ce qu'on était, mais pas encore ce qu'on sera. Ces transitions qui durent plus longtemps que prévu, où l'ancienne forme s'est défaite sans que la nouvelle soit encore apparue. Ces temps de chrysalide où tout est en transformation, mais où rien n'est encore visible. Ces temps sont inconfortables. Nous voudrions les traverser rapidement, arriver de l'autre côté, savoir enfin ce que nous devenons. Mais la chrysalide ne peut pas être ouverte prématurément. À l'intérieur, la chenille se dissout presque entièrement avant que le papillon ne se forme. Ce processus a besoin de son temps propre. L'interrompre, c'est tuer ce qui était en train de naître. Les grandes transformations de nos vies suivent souvent ce schéma. Un changement de carrière, une séparation, un deuil, une conversion. Toutes ces transitions passent par un temps de dissolution, où ce que nous étions s'efface sans que ce que nous serons soit encore là. Ce temps est désorientant, parfois angoissant. Nous ne savons plus qui nous sommes, où nous allons, ce que nous voulons. Les anciens repères ne fonctionnent plus et les nouveaux ne sont pas encore établis. La tentation est grande de fuir cet inconfort, de forcer la transition,
de se précipiter dans une nouvelle identité pour échapper à l'incertitude. Mais quelque chose se perd quand on fait cela. La transformation véritable a besoin de ce temps de flottement, de cette période où les certitudes sont suspendues, où l'identité est fluide, où tout est possible parce que rien n'est encore fixé. C'est dans ce vide apparent que quelque chose de vraiment nouveau peut émerger, non pas une répétition de ce qui précédait, mais une forme véritablement nouvelle. Le vieil homme qui plante des chênes connaît peut-être ces temps de transition, les saisons de sa propre vie où il n'était plus l'homme qu'il avait été, mais pas encore celui qu'il allait devenir. Il a peut-être appris à habiter ces entre-deux, à leur faire confiance, à les traverser sans les fuir. Et c'est peut-être cette sagesse qui lui permet aujourd'hui de planter des arbres qu'il ne verra jamais grandir. La confiance que ce qui est semé portera fruit, même si ce fruit appartient à un temps qu'il ne connaîtra pas. Car il y a dans la patience véritable une dimension de confiance. Confiance que ce qui doit mûrir, mûrira. Confiance que le temps fait son travail même quand nous ne le voyons pas. Confiance que les graines plantées porteront des fruits, même si nous ne sommes pas là pour les récolter. Cette confiance n'est pas une certitude. Personne ne peut garantir que le chêne grandira, que la guérison viendra, que la transformation s'accomplira. Elle est plutôt une disposition intérieure, une manière d'être en relation avec l'incertitude du temps. Cette confiance ne dispense pas de l'action. Le vieil homme plante, arrose, protège. Il fait tout ce qui dépend de lui, mais il ne s'épuise pas à contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Il ne passe pas ses nuits à s'inquiéter de savoir si le chêne grandira. Il a fait sa part et il laisse le temps faire la sienne. Cette division du travail entre ce qui nous revient et ce qui revient au temps est au cœur de la patience confiante. Nous avons du mal avec cette division. Nous voudrions tout contrôler, y compris ce qui échappe par nature à notre contrôle. Nous voudrions maîtriser le calendrier, décider du moment où les choses adviendront, imposer notre tempo à un processus qui a le sien. Cette volonté de contrôle est compréhensible. Elle naît de notre anxiété face à l'incertitude, de notre désir de sécurité, de notre difficulté à supporter ce que nous ne maîtrisons pas. Mais elle est aussi source de souffrance, car elle nous met en guerre contre ce qui est. Lâcher le contrôle du calendrier ne signifie pas abandonner tout espoir ou cesser tout effort. Cela signifie reconnaître que le quand ne nous appartient pas toujours, même quand le quoi et le comment nous appartiennent. Nous pouvons décider ce que nous voulons accomplir. Nous pouvons choisir comment nous allons nous y prendre, mais nous ne pouvons pas toujours décider quand cela se produira. Cette limite à notre pouvoir n'est pas une défaite, elle est une reconnaissance de notre place dans l'ordre des choses, une humilité qui n'est pas humiliation, mais justesse. Le vieil homme qui plante des chênes a trouvé cette justesse. Il ne se prend pas pour le maître du temps. Il ne croit pas que sa volonté peut commander aux saisons. Il s'inscrit dans un processus plus vaste que lui, qui a commencé avant lui et qui continuera après lui. Cette inscription n'est pas une diminution de son être, elle est au contraire ce qui donne sens à son geste. Planter un arbre qu'il ne verra pas grandir n'est pas absurde. C'est participer à quelque chose qui le dépasse, lier son existence à celle des générations futures, affirmer que la valeur d'un acte ne se mesure pas à ce que nous en retirons personnellement.
Peut-être est-ce là l'invitation finale de cette réflexion sur le temps nécessaire. Élargir notre horizon temporel, dépasser l'obsession du résultat immédiat, retrouver le sens de la durée, non pas par résignation ou par passivité, mais par sagesse, par reconnaissance que nous ne sommes pas le centre du temps, que notre vie s'inscrit dans un flux plus vaste, que ce que nous semons sera peut-être récolté par d'autres. Cette perspective peut sembler décourageante à première vue. À quoi bon faire des efforts si nous n'en voyons pas les fruits? Mais elle peut aussi être profondément libératrice. Elle nous décharge de la pression de tout accomplir dans notre propre vie, de tout voir aboutir avant notre mort, de tout contrôler jusqu'au bout. Elle nous permet de faire notre part, sincèrement, pleinement, joyeusement, et de lâcher le reste. Elle nous réconcilie avec le temps, au lieu de nous épuiser à lutter contre lui. Le vieil homme termine de planter son chêne. Il tasse la terre autour des racines, verse un peu d'eau, regarde un instant le jeune arbre qui tient à peine debout. Il ne sait pas ce qui adviendra. Peut-être que l'arbre mourra l'hiver prochain. Peut-être qu'il sera arraché par une tempête. Peut-être qu'il grandira pendant 200 ans et abritera des générations d'enfants sous son ombre. Le vieil homme ne sait pas, et il a fait la paix avec ce non-savoir. Il a fait ce qui était à faire. Le reste appartient au temps. Et nous, que plantons-nous? Quels gestes faisons-nous aujourd'hui dont les fruits ne seront récoltés que bien plus tard? Quelles graines semons-nous sans savoir ce qui en sortira? Quel chêne plantons-nous que nous ne verrons jamais grandir? Ces questions n'appellent pas de réponses immédiates. Elles demandent peut-être simplement d'être portées, de mûrir en nous, de faire leur travail silencieux. Car elles aussi ont besoin de temps, le temps qu'il faut pour que quelque chose se déplace, pour qu'une perspective change, pour qu'une sagesse s'incarne. Ce temps, personne ne peut le décider pour un autre. Chacun le découvre, en marchant, en vivant, en plantant ses propres chênes. Le temps qu'il faut, c'est le temps qu'il faut. Cette phrase semble ne rien dire, et pourtant elle dit peut-être l'essentiel. Elle dit qu'il y a dans les choses une durée propre, que nous ne pouvons pas supprimer. Elle dit que notre impatience n'accélère rien, et notre anxiété n'avance rien. Elle dit que la sagesse n'est pas de vaincre le temps, mais de s'y accorder, comme le vieil homme s'accorde au temps du chêne. Et peut-être que cette réconciliation avec le temps est elle-même quelque chose qui prend du temps. On ne devient pas patient en un jour. On n'apprend pas à faire confiance au processus en décidant simplement de le faire. Cette sagesse se construit lentement, à travers les expériences où notre impatience nous a coûté cher, à travers les moments où nous avons découvert que l'attente portait des fruits, à travers les prises de conscience progressives que le temps n'est pas notre ennemi, mais notre allié. Quelque part, un vieil homme plante un chêne. Il ne nous demande rien. Il ne nous enseigne rien. Il fait simplement ce qu'il fait, avec la patience de ceux qui ont compris. Et peut-être que le regarder faire, même en imagination, plante quelque chose en nous aussi. Une graine minuscule, un commencement de sagesse, quelque chose qui prendra le temps qu'il faut pour germer, pour grandir, pour devenir ce qu'il doit devenir.